Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Merci d'être là, toujours bien réveillés parmi nous. En tout cas, c'est ce qu'on essaye donc de faire avec notre émission et surtout les programmes que nous vous choisissons tous les matins, des thématiques intéressantes et des thématiques qui tournent bien sûr autour de l'actualité culturelle et socioculturelle. Nous allons aujourd'hui parler beaucoup santé dans notre émission. Nous allons commencer avec un premier débat avec nos invités, des psychiatres, des spécialistes et des membres d'associations. Deux belles journées d'études ont eu lieu au Palais de la Culture. Ça s'est passé le 11 et le 12 de ce mois. C'était à l'occasion de la journée mondiale des personnes en situation de handicap. Et la thématique retenue cette fois-ci, ça tournait autour donc de la comorbidité somatique et phénomènes douloureux chez les personnes autistes et dans la population trisomique. Nous aurons à cet effet un psychiatre sur le plateau, le président de l'Union franco-algérienne de Lorraine et un psychiatre spécialiste aussi donc des patients autistiques. Nous allons les recevoir pour nous parler donc de cette thématique qu'ils ont donc organisés. Eh bien, on va tout de suite, tout à l'heure aussi, les débattre avec eux à ce sujet. Nous parlerons aussi des auxiliaires médicaux et des auxiliaires médicaux qui auront une journée d'études également. Ça se passera donc ce samedi 15 à Ain Temouchent. Ils viendront aussi nous parler et aussi il va y avoir donc une journée d'études autour du diabète et le sida. Ils seront là tout à l'heure pour nous en parler en détail. Les étudiants ne sont pas en reste, bien sûr, cette fois-ci dans le domaine de l'aéronautique, une belle rencontre qui va mettre en lumière le talent et le savoir-faire de ces jeunes étudiants. Bien sûr, nous aurons les lauréats. Les lauréats, enfin, une personne qui sera parmi nous, qui va représenter l'Algérie aux États-Unis à travers son innovation dans le domaine de l'aéronautique. On va en savoir plus tout à l'heure sur notre plateau. Et puis, nous rendrons aussi hommage à notre styliste algérienne, Samira Arzaili, qui a participé à une rencontre africaine. Ça s'est passé à Ouagadougou ce mois-ci. Elle viendra avec plein donc de couleurs dans les yeux et surtout plein d'idées à travers sa participation au salon international, au salon africain du textile. C'était très intéressant. Elle viendra nous en parler en détail et surtout sa participation à travers un défilé de mode. Et puis on terminera l'émission avec un beau concert en hommage à Ma'allem Ben Issa. Ça se passera demain à la salle Ibn Zaydoun à partir de 19h. Il y aura donc sa famille, surtout l'hommage, bien sûr, sera rendu à Ma'allem Ben Issa. Mais aussi, donc, il va y avoir plusieurs groupes qui aiment le Gnawa, bien entendu. Et bien, pour représenter cette belle rencontre, il y aura donc des artistes sur notre plateau pour nous parler de cette belle soirée. Voilà. C'est tout le programme qu'on a choisi pour vous. J'espère que vous allez passer un bon moment. Et puis, sans plus tarder, je vous laisse en compagnie de Mina Abed pour la météo. Suivez l'air du temps avec Mobilis. Elle est là, elle est en forme, elle va nous donner les nouvelles du ciel de cette dernière journée pour elle de travail. Comment ça va, Mina? Ça va. Très bien. On salue les personnes de Tizi Ouzou qui vous regardent et qui vous écrivent régulièrement. Hein. Tout à fait. Un téléspectateur assidu, particulier. Voilà. De Hassi Bahbah. Voilà, on le salue. On le salue. Parfait. Eh bien, on va vous écouter, Mina. Allez-y. Merci beaucoup, Amel. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et très bon réveil. Eh bien, on notera le retour des pluies à partir d'aujourd'hui d'abord sur la partie ouest avec de la neige à partir de cette soirée vers l'intérieur ouest jusqu'à 1100 mètres d'altitude. En journée, sur le centre, on notera un ciel de plus en plus nuageux avec quelques pluies en soirée, un ciel voilé sur la partie est. On notera des vents de 40 à 50 km/h sur les côtes de l'ouest et du centre. Sur la partie sud, eh bien, on notera un ciel plutôt voilé sur le sud-ouest, la Saoura, le Nord-Sahara, un ciel dégagé sur les oasis Sahara central ou encore l'extrême sud. Les températures de cet après-midi, eh bien, on notera sur la moitié nord 20 degrés à Alger, 19 degrés du côté d'Oran ainsi qu'à Annaba, Guelma, 14 degrés, ce sera la minimale à Batna al-Bayat. Sur la partie sud, on notera entre 20 et 22 degrés de la Saoura vers les oasis en passant par le nord Sahara, 25 degrés à Ilzi, enfin 28 degrés. Ça sera la maximale à Borj Badi Mouhtari et Ngazam. On passe tout de suite à l'Europe. Pour aujourd'hui, eh bien, on notera un ciel plutôt couvert à Paris,
Londres, on notera des averses à Marseille, Bordeaux, Madrid, un ciel voilé à Budapest ainsi qu'à Bucarest. Côté Mercure, on notera 2 degrés à Paris, 4 degrés à Londres, 9 à Bordeaux, 9 degrés également à Marseille, 8 degrés à Madrid, 11 à Rome, 2 degrés à Budapest, 3 degrés à Bucarest et enfin moins 1 degré à Prague. Place tout de suite à l'éphéméride et puis pour plus d'informations, le site de Météo Algérie reste à votre entière disposition. Très bonne matinée et à tout à l'heure midi. La météo vous a été présentée par Mobilis. Voilà, les nouvelles ont été données, donc merci beaucoup Mina. Merci à vous. À midi et 19h. 19h. Voilà, bon week-end. Merci. En tout cas. On va vous offrir une belle chanson pour partir, en tout cas de beau rythme, mais surtout du Chabi pour les amoureux du Chabi. Un grand maître incontesté du Chabi, Abdelkader Chahou, Allah yarhamou. On se retrouve plutôt, pardon, Abdelkader. Non, pardon, c'est Abdelkader Chahou, c'est ça? Oui, on va écouter tout de suite. Abdelkader Chahou. عليا وجار نبكي في الليل مع النهار الدمعة تجري كالمطر عن خدي مجرية عقلي بهواها راح طار خلتني يا خويا عقلي بهواها راح طار خلتني يا خويا انا يا راني غريب الوحشة ليا انا يا راني غريب لمسة عليا انا يا راني غريب الوحشة ليا انا يا راني غريب لمسة عليا عقلي بهواه طراح باقي عبد غير النواه نبكي كل مساء والصباح ودموعي مجرية نتفكر إمام الملاح ببهار الشعرية نتفكر إمام الملاح ببهار الشعرية أنا يا راني غريب الوحشة عليا أنا يا راني غريب لمسة عليا أنا يا راني غريب الوحشة عليا أنا يا راني غريب لمسة عليا طال الضر كان لي طبيب متوحش خيال الحبيب اللي نهوى غصن الرطيب نيرانها مقدية باقي هايم وحدي غريب ما ولاتش ليا باقي هايم وحدي غريب ما ولاتش ليا انا يا راني غريب لمسة عليا انا يا راني غريب الوحشة عليا انا يا راني غريب لمسة عليا انا يا راني غريب الوحشة عليا Alors
Alors, c'était donc Abdelkader Chahou, et puis on le salue en tout cas de notre émission, et particulièrement, j'espère qu'il sera bientôt parmi nous sur notre plateau. On l'aime beaucoup. Eh bien, on va parler santé, comme je l'ai dit, avec nos invités, et une thématique très intéressante qu'ils ont retenue et qu'ils ont donc sur laquelle ils ont débattu. En tout cas, pour les présenter tout de suite, on va commencer par Monsieur Abdelghani Abdouche. Bonjour. Bonjour Amal. Bienvenue parmi nous, Monsieur Abdouche. Merci beaucoup, c'est toujours un plaisir de venir parmi vous. Parfait. En tout cas, vous êtes le président de l'Union franco-algérienne de Lorraine. Vous êtes le président aussi d'honneur de l'association Jisr El Wafa. Disons que je suis un membre fondateur de cette association. Exactement. Alors, une association qui travaille énormément en ce moment et qui est ce pont entre, bien sûr, la France et l'Algérie aussi. Absolument. C'est une association qui est née il y a 4 ans de cela. Elle est très dynamique. La valeur n'attend pas le nombre des années. Elle est constituée de membres très dynamiques et elle fait beaucoup de belles choses. Exactement. Et tous ceux qui sont dans l'ombre, qui travaillent, notamment votre épouse, c'est cela, qui est toujours à vos côtés. Entre autres, et puis ma belle-sœur, qui est la présidente de cette association, Madame Elmena. Voilà, qu'on salue. Et vous n'êtes pas venu seul, vous êtes venu aussi avec un invité qu'on a l'habitude de recevoir, professeur Tapti. Majid Tapti, bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci, c'est un plaisir de vous revoir et de participer à cette émission. Là, c'est le mec, vous êtes donc pédopsychiatre, c'est cela? Oui. Au niveau donc de Chiraga, service pédopsychiatrie, la EHS, établissement hospitalier spécialisé universitaire. C'est cela. Voilà. En tout cas, parfait. Merci d'être là. Vous êtes spécialiste de l'autisme aussi. Vous travaillez énormément avec ces enfants. Oui. Avec nous également un invité de l'Algérie, un invité aussi de Monsieur Abdouche. Et cette rencontre, Dr Djia Saravan, c'est cela? C'est ça. Bonjour. Merci. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Je suis ravi d'être là. Merci d'être là. Vous êtes psychiatre, docteur en biologie humaine et expert en prise en charge de la douleur des personnes en situation de handicap mental, donc autisme et trisomie notamment. C'est cela? Exactement. En France. Et vous avez participé à cette belle rencontre du 11 et 12, n'est-ce pas, Monsieur Abdouche? Absolument, les 11 et 12 courants. Il y a eu 2 journées d'études, une journée dédiée pleinement à des communications et la deuxième journée à la formation qu'a dispensée de façon dynamique et très suivie notre ami Dr Djia Saravan. Exactement. Alors c'est très important. C'est vrai qu'on n'a pas cette notion de la douleur, donc chez les personnes, chez les enfants autistes ou trisomiques. On ne sait pas à quel moment la douleur est apparente et comment la mesurer également. C'est très difficile. Alors peut-être on va donner le mot à Monsieur Tapti. Merci. Donc cette journée, enfin les 2 journées sont venues à point parce que ça rentre dans un cadre de partenariat et de travail. Je tiens à remercier énormément Monsieur Abdouche pour tout le travail qu'il est en train de faire dans la prise en charge de l'autisme et autres et des enfants en situation de handicap. Donc on a eu à travailler ensemble dans un cadre de partenariat. Ça fait pas longtemps qu'on est rentré de France. On a eu la chance de se déplacer à plusieurs reprises et d'assurer des formations à l'équipe de pédopsychiatrie de Chiraga. Et aussi très content d'avoir à mes côtés Monsieur Saravan, qui est quand même une sommité internationale. Donc il y a eu des échanges très fructueux dans le domaine médical et surtout donc par rapport à la prise en charge de ces enfants autistes et surtout la douleur. Parce que l'expression de la douleur chez une personne, entre guillemets, ordinaire, diffère beaucoup de la douleur exprimée par un enfant TSA. Donc j'ai beaucoup aimé parce que l'assistance était très nombreuse et on avait harcelé M. Saravan de questions parce qu'il y a quand même, vous savez, l'autisme, je vous apprends absolument rien, c'est relativement récent chez nous, donc c'est maintenant qu'on essaye de développer, de comprendre, tout en sachant que vis-à-vis de l'enfant autiste, tout est à décoder. Et surtout cette douleur où les parents sont confrontés quotidiennement. Vous savez, un enfant autiste, il a mal, donc il décode pas, c'est-à-dire il parle pas, il communique pas, il va pas vous dire de son doigt j'ai mal ici, j'ai mal ici. Donc là, M. Saravan a très bien expliqué, ainsi que nos amis aussi qui sont venus de France. Donc il y a eu quand même un débat très fructueux, scientifique et universitaire,
Moi, j'ai eu la chance aussi de faire participer pratiquement tous les résidents et tous les médecins et tout le corps auxiliaire dans cette formation. Et on a beaucoup appris, parce qu'on apprend toujours. Oui, donc on apprend tous les toujours, jours. La science continue toujours. Continue, surtout les nouveautés ramenées d'outre-mer. Donc là, par exemple, on avait accès un peu toujours à un examen physique, à faire des examens complémentaires, parce que la douleur chez l'autiste n'est pas toujours liée au trouble lui-même. C'est ça. Donc voilà, il y avait un débat fort intéressant dans ce sens. Justement, donc monsieur Saravan va nous expliquer un petit peu sa démarche, comment est-ce que vous avez donc on va dire apprivoisé la douleur avec ces enfants, avec ces jeunes qui n'ont pas cette faculté de pouvoir s'exprimer aussi facilement que n'importe quel enfant. Bien sûr, parce que la plupart sont ce qu'on appelle dyscommunicants. C'est ça. Donc ils n'ont pas le langage. Nous, on a le langage, on peut dire j'ai mal ici, ça irradie, ça me fait, je sais pas, ça me brûle, ou coup d'éclair. Ils sont incapables de le dire. Voilà, ils sont pratiquement comme des bébés. Exactement pareil, comme des bébés. Et en plus, je dirais, ce qui est encore dramatique, c'est que ces enfants autistes, comme on dit, on les considère comme s'ils étaient totalement insensibles à la douleur. Comme j'ai dit toujours, ça me rappelle il y a quelques années, on disait les bébés, ils ne souffrent pas, on les opérait, et puis en post-opératoire, on faisait rien. Alors ce que je peux vous dire à l'heure actuelle, c'est qu'on considère les enfants autistes un peu comme les bébés il y a une cinquantaine d'années, en disant mais pourquoi vous prenez en charge la douleur, ils n'ont pas les voix de la douleur, ils ne savent pas l'exprimer, ils sont insensibles, donc voilà. Alors, ce que je peux vous dire, c'est totalement faux. C'est totalement faux. Ils ont exactement les mêmes voix de la douleur que n'importe quel enfant, sauf qu'ils ont une perception qui est différente, et en plus, ils ne savent pas l'exprimer. Alors moi, je dis toujours, même s'ils sont dyscommunicants, mais attention, le corps parle. C'est ce que j'appelle le langage du corps. Donc, il faut observer. Et on identifie comme ça pas mal de problèmes douloureux. Voilà, donc parce qu'ils sont incapables de parler. Beaucoup de pathologies qui sont liées bien sûr à une douleur Exactement. Et il y a par exemple les enfants déjà, il y a un travail qui est fait avec les enfants et la douleur. On leur apprend bien sûr à calculer la douleur avec des chiffres. L'intensité, ce qu'on appelle. C'est ça. Alors que au niveau de ces enfants autistes qui sont dyscommunicants, moi je dis toujours, attention, observez bien le corps. C'est ce que j'appelle toujours, j'insiste à le dire, le langage du corps. Et puis on a beaucoup travaillé, enfin je dirais, c'est plutôt mon équipe, on a beaucoup travaillé, et puis finalement, progressivement, à force d'observation clinique, les petites choses cliniques, on a dit, voilà, ça c'est les comportements problèmes qu'ils ont ces enfants. Arrêtons de dire que c'est lié à l'autisme, non, il faut impérativement rechercher une pathologie organique, quelle qu'elle soit, et peut-être d'ailleurs majoritairement une pathologie organique douloureuse. Voilà. Les premiers à pouvoir observer cela, ce sont donc les parents qui sont quotidiennement à côté de leurs enfants. Ils les voient évoluer dans la maison, donc ils savent exactement à quel moment ils sont inhabituels, leur comportement est inhabituel. Moi, je dis toujours, j'ai tout appris, ce sont les familles, les parents, les aidants familiaux et ces enfants autistes. C'est eux qui m'ont tout appris pour progressivement arriver à ce qu'on appelle déchiffrer, décoder cette pathologie douloureuse. Voilà. Je me rappelle avoir vu un documentaire où justement un enfant était tout le temps en souffrance, il avait des crises, etc. Et c'était parce que justement la couleur de sa chambre ne lui avait pas convenu. Exactement. C'était une couleur jaune et c'est pour ça qu'il disait, voilà, il faut que ça soit, que les parents sachent réellement ce dont souffrent leurs enfants, qu'ils sachent les écouter. Il faut savoir les écouter, et ça parfois c'est un peu dramatique parce que nos collègues ne les écoutent pas en disant bon, les familles, vous savez, c'est faux. Moi j'ai tout appris et je tiens à le dire, et je remercie toutes ces familles, toutes ces aidants familiaux, que ce soit des oncles, tantes, toute la famille, dans sa globalité. Et puis je dirais, moi aussi, j'ai appris également, grâce à ces enfants autistes, grâce à ces adultes autistes qui m'ont beaucoup, beaucoup appris. Et donc maintenant, on a établi, si vous voulez, des signes cliniques
qui sont actées, ce qu'on appelle la sémiologie fine, médicale. Et puis on est arrivé même à l'heure actuelle à faire une échelle d'évaluation de la douleur chez ces enfants. Par exemple, vous avez quelques exemples comme ça qu'on pourrait donner aux téléspectateurs? Alors, écoutez, des petits troubles, on dit par exemple, quand ils sont d'un seul coup, ils évoluent bien, disons, ces enfants, puis d'un seul coup, ils ont un trouble du comportement qui arrive d'un seul coup, et puis ils deviennent, je vous prends juste un exemple, ils deviennent hétéro-agressifs, c'est-à-dire une hétéro-agressivité, et généralement, ça se produit vis-à-vis de la famille, de la maman, de la fratrie. Il faut toujours y penser, attention. Pourquoi il tape la maman, pourquoi il tape le petit frère ou la petite sœur ou le grand, et ça se manifeste comme ça. Un autre signe aussi qu'il faut toujours tenir compte, c'est ce qu'on appelle la mutilation, l'automutilation. C'est ça. Ça, ce sont des petits signes, il faut toujours penser la douleur. Pourquoi ils deviennent agressifs? Pourquoi ils s'automutilent? Parce qu'ils ont mal, ils demandent aux autres, aidez-moi, faites quelque chose, soignez-moi, j'ai mal. Des gestes répétitifs aussi. Des gestes répétitifs, une explosion violente comme ça d'un seul coup, alors que des cris stridents sans quoi que ce soit, d'un seul coup. Pourquoi? Et des cris effectivement, et puis des troubles du sommeil aussi d'un seul coup. Pourquoi? Alors qu'ils dormaient bien. Et des troubles du sommeil, tout ça, c'est des petits signes cliniques qui font penser à attention. C'est la douleur. Il fallait rechercher bien sûr l'origine de la douleur. C'est ça. Ça peut être beaucoup de choses. Ce sont donc des signes cliniques qu'il faut donc vraiment observer, et surtout chez les parents. Alors, Monsieur Abdouche, cette rencontre vous a demandé donc beaucoup de temps pour pouvoir réunir des spécialistes, des communicants aussi, qui sont venus donc parler de certaines thématiques autour donc de l'handicap et de l'autisme. Oui, ça fait quelques mois que nous sommes comment dire, à la tâche pour réaliser ces 2 journées d'études scientifiques qui sont très importantes. C'est vrai qu'il y a toute une équipe des bénévoles. Je salue là tous les bénévoles de Djessel Ouafa et puis de l'UFA de l'autre côté de la Méditerranée qui se sont mobilisés pour que les meilleurs spécialistes puissent venir et parler. Ce qu'il y a d'extraordinaire dans tout ça, c'est que le vécu à partir d'une personne qui est concernée par elle-même, donc Stéphanie Bouno-Brié, qui est une autiste Asperger, qui a donné son vécu par rapport aux comorbidités somatiques, elle a dit comment elle vivait ces instants de douleur, etc., et comment elle réagissait, et pourquoi elle réagissait comme ça. C'est fabuleux de le savoir, ça donne des outils à nos médecins. Comment prendre en charge la douleur dorénavant, c'est ça l'avantage d'une conférence pertinente. Voilà, exactement. Et c'est des témoignages pareils qui font avancer aussi la recherche et la médecine. D'ailleurs, on a vu, c'est un très bon exemple, les Asperger, justement, c'est eux qui arrivent à donner toutes les réponses. Et il y a même des autistes qui, à l'adolescence, guérissent, en fait, quelques-uns, en fait, qui peuvent aussi s'en sortir avec une bonne prise en charge. On s'en sort, oui, effectivement, parce que donc, je voulais un peu rebondir sur ce qu'avait dit M. Saravan, que l'expression clinique d'un enfant autiste diffère d'un enfant à un autre. On dit qu'il y a autant d'autistes que d'autisme. Tout à fait. Donc le diagnostic, à vrai dire, il est clinique et il se base sur un faisceau de signes cliniques. Donc on peut retrouver certains signes cliniques chez une personne autiste chez une autre personne. Donc c'est vrai qu'il faut y penser maintenant à cette population d'adolescents autistes et qui sont adultes. Malheureusement, je tiens à le dire que ce trouble, cet handicap est resté longtemps méconnu en Algérie et que beaucoup d'entre eux aujourd'hui qui ont dépassé la vingtaine, la trentaine, ils sont dans des services de psychiatrie. Et aujourd'hui, il est temps un peu de revenir sur une bonne prise en charge et surtout sur un diagnostic précoce. Donc quand on a un diagnostic précoce, on peut faire avancer les choses et plus on prend en charge précocement parce que le but c'est un peu de faire une approche behavioriste, une approche comportementale. Donc à faire l'extinction des signes négatifs et améliorer les signes positifs parce que ces enfants aussi, il ne faut pas oublier qu'ils ont des capacités, ils ont des émergences. Donc aujourd'hui, grâce à des colloques organisés comme ça, on essaye donc de se frotter un peu à ce qui se fait ailleurs. C'est vrai qu'on n'est pas très en retard, mais bon,
les choses avancent vite. Donc il faut acquérir des compétences et surtout, personnellement, à la tête d'un service, donc on doit axer sur le volet formation. C'est très important aujourd'hui. Donc il y a la formation des pédopsychiatres. Et ne pas tomber dans les erreurs. Dans les erreurs du passé. C'est vrai qu'on essaye de récupérer énormément de temps, mais il n'est jamais trop tard pour bien prendre en charge ces enfants autistes. Je tiens à saluer énormément les parents, comme l'a dit M. Sarvan, parce qu'il reste toujours des co-thérapeutes. Ils nous apprennent énormément de choses. Sans eux, on ne peut absolument rien faire. Parce qu'ils nous apprennent, c'est eux, ils vivent avec eux. Donc ils nous apprennent, ils nous disent, voilà, et ces expressions de douleur, par exemple, c'est très important, parce que l'attitude parentale, nous, par exemple, on a appris que aujourd'hui, avec un enfant autiste qui présente des douleurs, voilà ce qu'il faut faire. Donc on fait de la guidance parentale de telle manière à ce que ses parents ne réagissent pas, parce que le problème, c'est ce qu'il ne faut pas faire, surtout avec l'enfant, beaucoup plus avec ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, on le sait. Mais surtout ce qu'il ne faut pas faire, et on le voit très souvent, où, malheureusement, ça arrive, où des enfants autistes, quand ils développent comme ça une éclosion de troubles du comportement, ils sont battus, ils sont ligotés. Voilà, ils sont ligotés. Ils sont ligotés, il faut le dire. Et on l'a vu récemment, il n'y a même pas une semaine, sur les journaux électroniques, où un enfant autiste à l'école, il a été fermé, enfermé, on l'a vu, et c'était abominable, ce comportement, personnellement. Cette attitude, voilà, donc il est temps aujourd'hui de placer des jalons, de placer donc des garde-fous. Il faut faire un travail de réseau avec les écoles, avec la société et avec surtout les thérapeutes, parce que la prise en charge ne peut venir que des institutions basées sur des fondements scientifiques universitaires. C'est ça, et c'est très important de faire des conférences, des portes ouvertes, des vulgarisations autour donc, de cette prise en charge de cette pathologie. Monsieur Abdouche, vous êtes toujours là quand il faut donc parler de personnes en situation de handicap, que ce soit pour l'autisme ou pour d'autres handicaps aussi. Vous avez tout à fait raison, ça me rappelle quelque chose. Il y a une dizaine d'années, quand ici même et sur le terrain, par exemple pour le problème de la cécité ou la cécité partielle et la cécité totale, donc la prise en charge était exclusive, elle était destinée uniquement pour les non-voyants complets, alors que la prise en charge est tout à fait différente quand il s'agit de déficience visuelle de malvoyants. Les outils ne sont pas les mêmes. Et là, il fallait un discernement pour ne pas se tromper de diagnostic et surtout de moyens pour intégrer. Là, c'est pareil. Quand vous avez un médecin qui reçoit, par exemple, je dis ça comme ça, nos médecins sont très compétents, mais néanmoins, il faut quand même qu'on puisse orienter les choses de façon opérante. Quand la prise en charge d'un enfant autiste qui n'est pas verbal, donc qui ne peut rien dire, et qui commence à s'agiter, et on le soigne pour les troubles autistiques, alors que lui, il est en train, au fond, de se plaindre d'une carie dentaire. Donc voilà, là aussi, il ne faut pas se tromper. D'où l'intérêt des associations aussi qui savent piloter un petit peu, juste montrer là où il faut aller, et c'est évidemment aux spécialistes après d'emboîter le pas à ces associations pour donner les meilleurs outils aux personnes du terrain. Tout à fait. En tout cas, le débat est très riche et très intéressant, mais malheureusement, on a toujours beaucoup donc d'invités pour pouvoir aussi parler d'autres thématiques. Voilà, on a voulu vous mettre à l'honneur et surtout mettre à l'honneur votre invité qui est venu spécialement pour cette rencontre. Merci beaucoup à vous. Je rappelle, Dr Djea Sarvan, vous êtes psychiatre et docteur en biologie humaine et expert en prise en charge de la douleur des personnes en situation de handicap mental. Voilà, merci beaucoup d'être venu. Merci. Merci aussi au professeur Tapti, lui aussi psychiatre et pédopsychiatre, donc spécialiste en la matière. Monsieur Abdouche, merci beaucoup d'être toujours présent quand il s'agit donc de personnes en situation de handicap. C'est un plaisir et un devoir. Voilà. On vous dit bonne chance pour le reste, parce que je sais qu'on va se revoir pour d'autres thématiques. Évidemment. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup et bonne journée. Merci. Voilà, on continue notre émission. Je vous invite surtout à suivre tout de suite ce reportage de Rahim Abdelaziz qui nous emmène à la découverte des anciennes civilisations des monts Babor. Avant l'arrivée des tribus bavards, ces massifs montagneux furent habités par des populations autochtones. Les flancs nord et sud des Babors
ont connu de nombreux foyers civilisationnels grâce aux multiples richesses floristiques, faunistiques et hydriques dont dispose cette région. Des facteurs favorables qui ont aidé l'homme à s'établir dans ces contrées, et ce depuis déjà l'époque néolithique. Je pense que la thèse de l'installation de la tribu bavare dans cette région est des plus plausibles. Les époques reculées ont enregistré d'importants flux migratoires à partir de la Mauritanie occidentale vers l'Algérie actuelle. La datation exacte de ces migrations est des plus imprécises. Il reste évident que cette tribu des Bavares s'est établie dans cette région. Stratégique, cette région montagneuse est reliée aux côtes méditerranéennes avec les anciennes cités numides de Sétif, Djémila et Mila. Dans ce même ordre d'idées, on retiendra que la région de Egmoun abrite une ancienne civilisation. مرت من على هذه المنطقة ربما لو نلاحظ في جبال أجمون. Au niveau des massifs d'Egmoun apparaissent les monts des Babars qui renferment aussi d'anciens vestiges. La civilisation bavare a existé comme le prouvent des pièces de monnaie découvertes sur ce site. Ces pièces sont datées du IIIe siècle de l'époque chrétienne. Ceci prouve que cette civilisation a bel et bien existé. Voilà, de retour sur le plateau, comme je vous l'ai dit, nous allons parler donc encore une fois de santé, et cette fois-ci avec les auxiliaires médicaux. Eh bien, c'est une association, elles se sont constituées en association, société algérienne, donc des auxiliaires médicaux, et pour les représenter, nous avons donc le président, Monsieur Sadr Aberken. Bonjour. Bonjour madame. Bienvenue parmi nous. Merci. Avec nous, Monsieur Samir Taibi, bonjour. Bonjour madame. Membre donc du Bureau national de la SAMA. Effectivement. Oui. Et Hawa Nazef, bonjour. J'aurais dû commencer par les dames. J'ai commencé par les hommes. Le président, la fonction oblige. Vous êtes donc membre du Bureau de la Wilaya d'Alger, membre donc du comité scientifique. Oui. On a déjà eu l'occasion de vous recevoir. Oui, tout à fait. Marhaba bikoum. Merci. Merci. Alors, si vous êtes là, c'est que vous avez donc une rencontre. Ça va se passer ce samedi 15. Du côté de Hintemouchent et du côté d'Oran, c'est cela? Non, bon, la rencontre, ça va se passer le 18, le 19 au niveau de Hintemouchent et le 21 au niveau de Oran. D'accord. Donc c'est en collaboration avec... donc c'est pas le 15, c'est le 18. Le 15, c'est une journée de formation parce que nous, au niveau de la société savante, on organise chaque dernier samedi de chaque mois, on organise 2-3 conférences. Très bien. Alors cette fois-ci, ça va tourner autour donc, du diabète. Le diabète, on a fini avec le diabète. C'était le mois passé, donc maintenant c'est le sida. On est en train de travailler, on prépare le sida. Vous avez donc fait le diabète et là c'est le sida. C'est bien sûr, c'est le mois de décembre. Donc c'est le mois du sida, c'est ça. C'est aussi l'occasion de continuer à informer et surtout vulgariser cette maladie. C'est parmi les objectifs de la SAMA, donc on fait une approche publique dans le cadre de la santé, de leur santé. Et on a toujours été bien accueillis. Bon, on n'a pas fait que la population, elle cherche à comprendre que ce soit des personnes malades ou non malades. C'est dans le cadre de la prévention et de voilà. Alors, vous allez faire donc, cette journée donc, avec donc, des participants. C'est des journées portes ouvertes aussi? C'est des journées portes ouvertes, oui. Très bien. Donc, vous avez déjà fait plusieurs rencontres là-dessus, puisque vous êtes venu donc, nous en parler il y a quelques temps. Oui. Vous étiez venu aussi parler donc, de votre engagement au sein donc, de la SAMA.
Ah oui, tout à fait. Donc, on a l'habitude d'organiser des journées de sensibilisation pour les patients, pour le large public. Comme le public, ils ont besoin d'être formés, informés sur pas mal de pathologies, sur pas mal de situations dont ils vivent. Donc, cette fois-ci, on va essayer de toucher le sida, un sujet un petit peu tabou. Donc, il y a beaucoup de questions. On a essayé de se rapprocher vers le public, surtout la nouvelle génération, les étudiants surtout. Ils se posent la question, ils nous disent, voilà, on connaît c'est quoi le sida, on nous a déjà parlé, mais on ne sait pas comment se prévenir. Donc, c'est notre rôle, du moment que le sida, c'est un sujet un petit peu tabou. Donc, c'est à nous de faciliter les choses, d'expliquer les choses aux étudiants et en même temps pour le large public. Parler de prévention surtout. Oui. Et vous avez en tout cas un allié qui est très important, ce sont donc les associations qui travaillent énormément sur le terrain. Peut-être que vous allez aussi travailler avec eux? Oui, tout à fait. On a l'habitude de travailler avec pas mal de sociétés. Bon, la dernière fois, on a fait des journées de sensibilisation sur le diabète. Donc, on avait travaillé avec une société de... C'est une association qui est connue sur le diabète. C'est ça. Et cette fois-ci, on va travailler aussi avec les gens de Ain Timouchent et même les gens d'Alger pour la sensibilisation sur le sida, sur la séropositivité. Pour changer aussi, l'objectif c'est de changer le regard de chacun vis-à-vis les personnes séropositives, en quelque sorte pour lutter contre la discrimination. Donc ils ont toujours été victimes. Et voilà, donc on essaye de se rapprocher toujours vers le public et à la demande du public. Bien sûr. Alors, vous allez aussi vous entourer de médecins, je suppose, des spécialistes, tout à fait normal. Voilà, en immunologie par exemple. Oui, bien sûr. Nous, on travaille beaucoup avec la Société de médecine vasculaire et la Société de médecine interne. Donc actuellement, c'est le professeur Tobaïbia, son président, et la SAMEF, c'est le professeur Zikri. On travaille en étroite collaboration. C'est tout à fait normal, on ne peut pas avancer dans ces grandes pathologies sans la présence des médecins. D'ailleurs, sur le diabète, il y a le docteur Kadri qui est très connu. On le remercie beaucoup. C'est lui qui nous aide, c'est lui qui nous épaule jusqu'à la fin. Et tous ces événements dont mademoiselle Houa a parlé, il faut savoir qu'ils n'existent pas que sur Alger. Ils sont à Béjaïa, à Tizi Ouzou, il y a Annaba et Skikda. Voilà. C'est très important parce que je me rappelle, elle était venue aussi nous parler donc, de la formation d'auxiliaires médicaux. C'était tout un chapitre très important pour le domaine donc, médical. Donc il n'y a pas de scission entre le médecin et les auxiliaires médicaux. Bien sûr, ils en ont besoin énormément et la formation est très importante. Peut-être que vous pourriez nous en parler? Oui, bien sûr. La formation continue, elle est toujours d'actualité, n'est-ce pas? Donc maintenant, pour les auxiliaires médicaux, il n'y a pas de différence entre le corps médical et le paramédical. Ils travaillent ensemble. C'est un complément, d'accord? Chacun complète l'autre. C'est ce que j'ai dit. Pas de scission. C'est une complémentarité. Donc on est obligé en tant que paramédical et tout ça, d'être toujours à la page, voilà, et de connaître toujours les nouvelles techniques. Vous savez, la science, ça se développe, ça s'évolue, ça se développe de minute à une autre. Je dirais même pas un jour à l'autre. D'accord? Donc, il faut vraiment être à la page. Donc, pour pouvoir faire face à ces pathologies que mes collègues l'ont cité. Voilà, donc en parlant du sida, comme l'a dit ma collègue, franchement, c'est un problème vraiment, une pathologie lourde ici en Algérie. Et ça demande beaucoup de connaissances et ça demande aussi que la population, et des précautions, voilà, parce que la population en large public, le citoyen lambda, on peut dire, de connaître cette pathologie et de pouvoir faire face. Voilà. C'est ça. Alors vous êtes les premiers exposés quand il y a une pathologie, quand il y a une contamination, quand il y a eu par exemple l'épidémie de choléra, il fallait donc faire face avec des auxiliaires médicaux en présence bien sûr des médecins, du corps médical bien sûr. Tout le corps médical doit être impliqué pour une prophylaxie, pour travailler dans les normes et surtout se prémunir, vous aussi. Vous êtes les premiers à être exposés. Effectivement, on est à la première ligne à être exposé, effectivement, vous avez raison. Et maintenant, donc, on fait ce qu'on va faire et ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est d'acquérir des connaissances et d'améliorer nos prestations.
n'est-ce pas? C'est de faire et savoir faire et faire le faire. Voilà, et pouvoir transmettre. Parce que vous êtes là, vous êtes des anciens aujourd'hui, vous avez acquis une expérience dans le domaine, un savoir-faire que nul... C'est parmi les objectifs de notre association. Le premier objectif, c'est la formation continue. C'est cela. La formation continue, on essaie de faire notre maximum, vu notre ancienneté, comme vous venez de le citer, c'est d'actualiser nos connaissances, beaucoup plus pour cette nouvelle génération. Quelquefois, les anciens peuvent orienter même les jeunes médecins qui débutent, ils sont là, ils sont aussi épaulés par cette génération. C'est clair, on s'est auto-formé, Moi-même, quand j'ai commencé dans les années 80, j'étais très bien épaulé par plusieurs médecins. Je travaillais avec eux, ils m'ont formé. Bon, certainement, les anciens infirmiers qu'on a trouvés, c'était après l'indépendance. C'était des faisans fonction que je respecte beaucoup. Bien sûr. Quelque part, ils m'ont appris comment bien entretenir un malade, sur l'hygiène, etc. Mais sur le plan scientifique, ils étaient vraiment limités. Bon, il y avait des médecins tels que le professeur Wadahir Birahmou. Moi, c'était mon premier prof après être formé. Donc maintenant, cette expérience, après 32 ans de service, je crois qu'il est temps de la donner à cette nouvelle génération avec une actualisation de connaissances. C'est cela. Les fraîchement diplômés, ils arrivent bien sûr dans les hôpitaux, ils sont encadrés, suivis, parce qu'il y a énormément de travail, de technicité. Les fraîchement diplômés, c'est des bacheliers, c'est des bacs plus 4. Donc ils ont quand même un niveau très élevé. Moi, j'y crois, on y travaille avec eux, la preuve, Mademoiselle Houal est là, et il y en a d'autres. J'espère que vous allez nous rendre visite, vous allez voir notre comité scientifique, il est doté que de jeunes. Que de jeunes. Nous, on est là pour les entourer, les encadrer, les corriger, c'est tout. Mais cette nouvelle génération, moi, j'y crois. Voilà. Aujourd'hui, il y a de plus en plus aussi donc, de matériel médical sophistiqué. Il faut vraiment pouvoir aussi connaître toute cette technicité, le pouvoir les utiliser. Est-ce que vous vous formez suffisamment pour ça? Oui, pour ça, on fait appel toujours aux spécialistes, n'est-ce pas? Donc, il y a plusieurs boîtes qui proposent leurs produits, tout ça. Donc, on fait une formation là-dessus. Et on fait appel aussi aux différents spécialistes. Quand on choisit un thème, n'est-ce pas? Quand on choisit un thème, on fait toujours appel à des spécialistes là-dedans. C'est clair, c'est clair. Aujourd'hui, c'est bien sûr, la recherche évolue énormément rapide, comme vous l'avez dit tout à l'heure, très rapidement. Donc, il faut aussi rester au diapason et rester très vigilant. Très vigilant. Parce qu'on est exposé à différentes maladies qui peuvent survenir comme ça. C'est comme le cas de choléra qui s'est battu. Cette épidémie, cette épidémie en 21e siècle, c'est un peu, c'était un peu. Et puis, bien sûr, et chaque cas est différent. Donc, vous allez soigner des enfants. Cette prise en charge de l'enfant est totalement différente de la personne âgée ou d'une personne d'un certain âge. Oui, bien sûr, c'est différent. Quel que soit l'âge de la personne, c'est important de la prendre en charge, soit un enfant ou un blessé ou un vieux. C'est vrai, bon, ça diffère quand il y a une personne âgée sainte et une personne âgée atteinte d'une pathologie, quelle que soit diabète ou hypertension. C'est vrai que la prise en charge, elle diffère. Et elle diffère aussi d'un caractère à un autre. Oui, mais chez le bébé, par exemple, le nourrisson, c'est très délicat. Ça va très doucement. Il faut savoir piquer l'enfant, ne pas se tromper. C'est très petit. C'est vraiment, c'est tout un travail qui est tout à fait différent. C'est vrai, c'est vrai. La réanimation de l'enfant, etc. C'est le but de la formation continue, parce que la formation initiale est généralement insuffisante. Donc c'est le but de faire la formation continue pour comprendre, pour connaître de nouvelles techniques et de nouvelles stratégies dans la prise en charge des patients. C'est cela. Tout type de patients. Et au niveau de notre formation, il y a un point qui est important, donc on insiste sur ça. Il faut qu'il y ait un débat interactif entre nous. Donc on réserve 1 heure de temps juste pour n'importe quelle conférence. Il faut qu'il y ait un débat entre nous. Bon. C'est très important. Vous avez pas le droit à l'erreur. On a besoin de l'expérience de tout le monde, de l'élève jusqu'au prof. Bien sûr. C'est important. Et tout ça,
Tout ça, c'est dans l'intérêt d'une meilleure prise en charge du malade. Patient. Voilà. Et vous n'avez pas le droit à l'erreur parce que tout est calcul, tout est bien sûr indication précise. On n'a pas le droit à l'erreur, voilà, par le médecin, par D'ailleurs, sur ce point, c'est fatal, ça peut être fatal quelquefois. Sur ce point, on est en train de proposer des nouveaux métiers dans les sciences paramédicaux. Par exemple, infirmier urgentiste, brancardier, chercheur, infirmier chercheur. Vous voyez, donc c'est des métiers qui n'existent pas maintenant en Algérie, mais on aimerait bien les développer. Donc, ça sera des propositions à notre tutelle bien respective, bien sûr. Inch'Allah. Alors, parlez-nous de cette journée du 18. Parlez-nous un petit peu d'Oran, ce que vous allez faire justement là-bas. Le 18, ce sera une journée, on va parler beaucoup plus sur la psychologie. Donc, c'est des spécialistes en psychologie qui vont animer des conférences dans ce domaine. Donc ils vont parler sur le personnel lui-même et le malade et le reste du personnel. Oui. C'est-à-dire les techniciens de surface. En charge psychologiquement les auxiliaires médicaux, parce que c'est vrai que ce sont de véritables éponges. Ils voient tant d'urgences, tant de cas. Quelquefois, c'est très difficile de supporter. Ce ne sera pas que le personnel paramédical, ce sera le personnel soignant, donc médecins et infirmiers, tout le personnel. C'est vrai, quelquefois, on devrait parler de cela, justement, comment est-ce qu'on arrive à supporter toute cette détresse. Quelquefois, on voit des personnes décédées, des accidentées. C'est dur à supporter. C'est dur, c'est très dur à supporter. C'est vraiment dur. C'est l'intérêt de cette journée, d'ailleurs, pour montrer en quelque sorte comment gérer le stress du soignant, parce qu'on est toujours face à des situations vraiment stressantes. La surcharge au niveau des hôpitaux, du travail, les moyens, il y a pas mal de facteurs qui nous mènent au stress. Donc en quelque sorte, il y aura des spécialistes en la matière qui vont nous aider à comment gérer le stress pour le soignant. Quotidiennement, voilà. Et même comment travailler, comment être face aux patients, parce qu'on a affaire avec pas mal de patients, pas mal de catégories de pathologies aussi. Citant par exemple le sida, il est psychologiquement, il nécessite une prise en charge un petit peu spéciale. Donc comment gérer ce patient, comment travailler avec ce patient, comment le soigner, comment le prendre en charge. Sans le stigmatiser, bien sûr. Tout à fait. Bien sûr. Voilà, c'est très important. Alors un dernier mot pour chacun, allez-y. Concernant ces journées d'études, sur cette vulgarisation. Moi, en tant que président, j'invite tous les paramédicaux à l'échelle nationale, quel que soit leur grade, ATS ou auxiliaire en anesthésie ou biologie, de rejoindre la SAMA et voilà. Et de venir renforcer les rangs. Et renforcer les rangs. On a besoin de leur expérience, quel que soit leur éloignement. Très bien, en tout cas, bon courage pour ce que vous faites au quotidien. Merci pour l'invitation. Et puis pour cette belle rencontre, surtout que vous soyez réunis en société pour pouvoir apporter encore plus de bénéfices aux patients. C'est notre souhait. Alors, Monsieur Samir Taibi, un dernier mot. Alors, je vous remercie de nous avoir invités, de nous pouvoir parler de notre société respective. Donc j'invite, comme il a dit Monsieur le Président, j'invite tous les paramédicaux de l'Algérie, je ne dirais pas que d'Alger, ils sont les bienvenus à toutes les spécialités, on a les portes ouvertes à toute personne qui peut apporter un plus, elle est la bienvenue chez nous. Parfait, merci beaucoup en tout cas d'être venu. Et on donne la parole à Hawa Nazef pour nous donner les grandes lignes de ces journées. Voilà. Merci, je vous remercie pour l'invitation. Et par l'occasion, je tiens à remercier l'ensemble du bureau national de la SAMA, les membres fondateurs d'avoir créé cette société. Parce que c'est l'occasion pour la nouvelle génération de développer les connaissances et en même temps on se réunit en tant que paramédical et médical, c'est l'occasion. Je remercie aussi tout le groupe scientifique qui travaille avec nous et je leur dis vraiment chapeau, ils font vraiment un très bon travail. Oui, bravo. Et je salue plutôt tout le monde, tout ce qui nous regarde de près ou de loin. C'est ça, c'est très bien. On donne l'actualité encore une fois, le 15, le 18, allez-y. Donc le 15, ça sera la journée de formation sur le sida. À la Villa du Traité Albière. À la Villa du Traité Albière, à partir de 9h. Très bien. Et le 18 et le 19, ça sera au niveau du rang et de Inti Motion, toujours dans le cadre de la sensibilisation
sensibilisation des patients sur le sida et en même temps la prise en charge psychologique. Parfait. Eh bien, toute l'information a été dite. Merci beaucoup d'avoir été nos invités ce matin. À vous. Bon courage à vous. La Société des auxiliaires médicaux, on leur dit donc bonne chance et puis on se reverra probablement pour parler d'autres thématiques et des formations, pourquoi pas. Merci à vous. Merci à vous. Bon courage pour vos journées. Et puis, on continue notre émission. Je vous invite à vous balader. Cette fois-ci, un petit peu de tourisme s'impose. C'est la région de Tamanrasset que vous fait découvrir Hasiba Abdallah. Le convoi arrive enfin à Tamanrasset. À bord des véhicules, des étrangers venus découvrir la destination Algérie. Au programme de la journée, visite de l'Ice Cream, l'un des plus beaux sites touristiques du Hogar. Comprendre quelle était la position donc, de l'Algérie par rapport au tourisme justement dans le Grand Sud, puisqu'on est l'un des seuls opérateurs à faire des voyages dans le Grand Sud, et il y a une centaine de personnes qui viennent chaque année. À notre retour, nous allons faire la promotion de cette région de l'Algérie via notre site électronique. Nous allons voir aussi ce qu'on peut faire avec l'ambassade de l'Algérie pour les visas. C'est ma première visite et je suis enchantée. C'est très beau, particulièrement sauvage, c'est immense, c'est paisible. Et à la Sécrème, il y avait des fleurs, alors il y a de la couleur, il y a une faune qui est très intéressante. 11 agences de voyage, en plus de plusieurs médias étrangers, ont été invitées par le ministère du Tourisme. Objectif, mettre en avant le potentiel touristique du Sahara algérien, allant du sud-ouest jusqu'au sud-est du pays. Le ministère espère ainsi faire revivre le tourisme dans la région. Le Sahara est absolument magique. C'est complètement différent de ce que l'on peut imaginer. Quand on évoque le Sahara, on pense directement à la chaleur, le manque d'eau, la sécheresse et le vide. Maintenant que nous y sommes, nous avons découvert un autre monde. Ce n'est pas le classique désert de sable, mais c'est un désert de pierre noire avec des fleurs rouges qui sont vraiment surprenants et des merveilleuses montagnes hautes. Avant Tamanrasset, les membres de la délégation ont été à Timimoun et à Adrar. Leur voyage regorgeait de belles découvertes, de paysages époustouflants et un accueil chaleureux leur ont été réservés à chaque arrêt. Voilà, de retour sur le plateau, on a nos étudiants sur le plateau. On est content de vous les présenter. Ce sont donc des étudiants chercheurs. Ils travaillent, en tout cas, ils ont des innovations. Avec nous, Madame Khaoula Mazari, bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci. Alors, vous êtes étudiante en deuxième année master, c'est cela? Oui, spécialité avionique. Spécialité? Avionique. Avionique, voilà. Et avec nous, Hassan Hashesh, bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous, étudiant en deuxième année master, spécialité propulsion. Propulsion engine. Voilà, alors vous êtes là, vous êtes tous, vous baignez dans l'aéronautique. Vous êtes donc à l'Institut aéronautique études spatiales de Blida 2, c'est cela? Non, Blida 1, pardon. Oui. Voilà. Et vous avez participé à un concours international. C'est User Student Award. Voilà. Répétez un petit peu. User Student Award. Voilà. Et l'abréviation, vous l'avez? User. Non, c'est cela. C'est ça. Très User bien. Student Award. Alors, vous avez participé à ce concours, vous êtes parti représenter l'Algérie. Vous êtes un binôme, hein, il faut le rappeler. Yes. Oui. Oui, oui, c'est ça. Bon, tout d'abord, nous sommes des anglophones, pas des francophones. Oui. So it's easy for us to speak English if you want to. Oui, vous pouvez parler un petit peu, vous comprenez de toute façon, vous êtes des étudiants. Comment est-ce que vous avez donc participé à ce concours? D'accord. Allez-y. Merci. Bon, le concours a été présenté par Rolls-Royce l'année passée à notre institut. Enfin, j'ai essayé de participer l'année passée toute seule. Oui. J'étais la cinquième place. Bien, bravo. Mais je n'étais pas satisfaite la cinquième place. Donc, pour cette année, on a participé comme binôme. Together. Voilà. Comme binôme. Yes. And enfin, alhamdulillah, on a la troisième place au monde. Cette fois-ci, vous avez été retenu, vous êtes parti en France, c'est cela? Yes. Oui. Alors, كيلنا كيفاش صرات؟
Justement, la participation. La participation تسمى يعني كانت شويه مزروبه. C'était trop rapide. سينا باش نروحوا كنا باش نروحوا نبريزونتيو روحنا لتما في لو موند اونتي ونعاودوا نوليو نبارتيسيبيو في نوتر كومبيتيسيون في الجزائر. كيما رحنا لتما كلاسينا تروازيام موند كرمونا وقالوا لنا تشرفنا بالحضور تاعكم وشرفتوا بلادكم. كي زدنا عاودنا جينا لالجيري زدنا بارتيسيبينا في نوتر كومبيتيسيون دو لا روكيتري. Wow. تسمى هاو تو بيلد ا روكيت. C'est des roquettes, c'est cela? Yes. Ouais. Alors, parlez-nous un petit peu de l'invention Tercom. C'est quoi, au juste? Bon, هما chaque année يمدوا thème sur l'aéronautique اللي حابين يديفلوبيوه ويحابين دي زيدي جدد. لو تيم تاع هاد العام كان سي breakthrough technologies the technology that will disrupt aerospace industry in 2030. Waouh, c'est pour ça que vous êtes anglophone, c'est parce que justement vous participez à ces concours internationaux. Il faut être anglophone pour pouvoir y accéder aussi et comprendre. Oui, l'idée تاعنا c'est كانت de changer المينتونونس ايرونوتيك. علاش المينتونونس حتى تهبط لافيون ونخسروا بزاف لارجون باش نديروه في الارض. دونك كاين لا بوسيبيليتي باش نديرو دي زانسيكت في لافيون والمينتونونس يكون en plein d'air ماشي حتى تهبط لافيون. D'accord. So we try to link between a human body and nature to create something wonderful. Donc بالعربية كيفاش؟ essayنا باش نريليو le corps humain. Par exemple la protection تاع الكور humain, les anticorps وكلش مع des insectes. Wow. Donc c'est une biologie Voilà, une nanotechnologie pour développer la science. Il ne faut pas concentrer dans une seule sens. Il faut toujours relier les autres sciences together. Bien sûr, il faut toujours faire des interactions entre d'autres sciences. C'est très important. En tout cas, vous avez réussi vous-même. Et ça a été vraiment une réussite pour l'Algérie, pour votre institut aussi. Et une fierté pour vos parents, je suppose. Ils vous ont vu partir pour un concours? Oui, bien sûr. Enfin, c'est... Je pense que c'est pour nous les deux. Comme les parents تاعنا ما كناش حنلحقوا وين رانا. Donc the bigger thank is to them. Voilà. Et puis vous allez continuer sur cette recherche. Est-ce que votre innovation, on l'a pris en considération? Est-ce que vous êtes protégé? Le brevet a été déposé? Parce que quand il y a... C'est bon, le moment où les déposé l'idée تاعنا le Rolls Royce سما اكسبتوها قالوا لنا باش لازم تخدموا عليها بلو ديتاي. سما مع لا بروميير فوا اسينا بعثنا لهم ان ايميل في اون سيل باج de 500 mots. 500 mots. 300 mots. 300. Oui, c'est très précis. 300 hein. mots. Oui. C'est très très précis. La deuxième fois قالوا لنا لازم تبعثوا des pages. Wow. Des pages. Ils voulaient des détails de votre invention. Des pages. Les des pages هذو ساكريفينا بلي فاكونس تاعنا سواء في الكومبيتيسيون هذه انترناسيونال سواء في لا كومبيتيسيون تاع لا روكيتري. ساكريفينا سما باش لحقنا المستوى هذا الحمد لله. Ou comment est-ce que l'université a pris aussi cette nouvelle? سما هما استقبلوا سما لي زيدي تاعنا بقلب رحب كما نقولوا حنا ويسيو سما يعطيونا دي زوكازيون باش دي زيدي خلاف باش نزيدو نديفلوبيو اكثر واكثر لي زيدي تاعنا. Donc il faut rendre hommage à vos professeurs. Bien sûr. يعني هو الدعم الاكبر كان من عند مديرة المعهد بالذات مدام بن خدة امينه. يعني وهي اصلا هي راحت معنا اللي هي فرنسا وشغل كانت. Elle vous a toujours encouragé, témoin de votre réussite. On a eu beaucoup de jeunes, tout comme vous, qui participent comme ça à des concours et qui sont brillants dans le domaine de l'aéronautique et ça fait plaisir. Et surtout les filles. Voilà, c'est très bien de pouvoir encore une fois montrer qu'il n'y a pas de frontières, il y a aussi la possibilité d'aller de l'avant quand on fait de la recherche. Oui, bien sûr. Et le monde aéronautique كبير بزاف C'est très vaste.
C'est très complexe. Oui, j'imagine, je vois les yeux qui pétillent, vous êtes des chercheurs, nous on ne comprend pas peut-être votre innovation, mais vous avez exactement ce que vous avez réussi à toucher, puisque les chercheurs à travers le monde, vous les avez aussi, vous leur avez plu à travers votre recherche, l'innovation sur laquelle vous avez travaillé, et aujourd'hui le prototype va être exploité. Oui, peut-être. Enfin, c'est Rolls-Royce تقريبا عندها الميم ايدي تاع الانسكت ديجا يبدا تخدم عليها مي بور المينتونس هما حابين يبداو يخدموا عليها شغل المينتونس افيك لي انسكت من الاخر حابين يخدموا عليها وسي بوسيبل انه نشوفوها في 2030. Comment est-ce que vous avez trouvé cette idée des insectes? Parce que je sais que dans la biologie, dans la lutte biologique, on utilise les insectes pour pouvoir éliminer par exemple la lutte chimique et éviter la lutte chimique dans l'agriculture par exemple. Mais pour vous, dans l'aéronautique, on a du mal à imaginer tout cela. L'imagination. Ouais. وكيفاش خممتوا les insectes؟ باغ اكزومبل لي بروبليم اللي كانوا يصراو الاكثريه في الموتور هو اول حاجه باش يديروا الانسبكسيون تاعهم يبعثوا بوروسكوب شغل بتيت كاميرا هكا تشارشي الكاميرا هذيك دي فوا ما تلحقش لي فيسير ولي بروبليم اللي يشارشيو عليها هما تسمى لازم باللي تكون تخمم نيفو لازم تحط نفسك سوا مع البروبليم باش تقدر تفهمه دونك لا سوليسيون اللي كانت من لا ناتور تسمى قبل ما نخمموا في حاجه قبل ما نخمموا في حاجه ديفلوبيو منها نشوفوا الفوق يفو لازم نشوفوا توجور مع لي بي تاعنا هذا لا سوليسيون تكون قدامنا وحنا ما شفناهاش. A friend of mine gave me an example about an elephant. He told me that if I focus in just one part in the elephant I can't see the whole body. C'est-à-dire فهمنا شويه. C'est-à-dire كي كونسونطري في بوين واحد تسمى في الفيل شوفوا سوا راح نشوف غير بارتي واحده منه بصح كي ندي خطوه للورا نقدر نشوف الكور تاعو كامل ثم نقدر نفهم منين يتركب مادام ما كانش سوليسيون هنا قادر تكون سوليسيون في notre partie. En tout cas, un bel exemple que vous nous avez donné ce matin. Et en plus, pour faire cette maintenance, لازمنا حاجة كل شيء يكون parfait. Le parfait c'est le Dieu, mais en même temps, كيفاش نمل ونحل شغل لو موند تاعهم كل شيء محسوب دونك ما فماش شغل بدات ليدي تاع نمله ونحل علاش كل شيء محسوب كل شيء هكا كل وحده دير خدمتها وما فما. Vous l'avez appliqué dans la recherche et surtout dans la mécanique, un domaine qui est très complexe où il y a des chiffres, il y a des calculs, il y a donc énormément de choses qui entrent en compte. En tout cas, bravo à vous pour cette belle réussite, bonne chance pour le reste, parce que je sais que vous allez participer à d'autres concours. Et pourquoi pas, Mtou Malhik, et France, vous avez été récompensé, mais il y a eu notre concours, c'est ça? Les États-Unis aussi? Non, les États-Unis, c'est pour la roquetterie. La roquetterie, d'accord. La roquetterie, مادام كلاسين احنا تروازيان في الجزائر قالوا اشاك سما من العالم كامل يهزوا دي زيكيب اللي كلاساو في الدومين هذا ويسيو يديروا دي لونسمون في اليو اس اي. D'accord. Mais pour cette recherche, enfin notre but maintenant c'est une bourse pour une master professionnelle parce que malheureusement la recherche scientifique aéronautique هنايا ما كاش بزاف surtout pour la construction. Donc c'est pour développer cette idée enfin on doit. Inch'Allah, j'espère que justement le ministère de l'éducation plutôt, ministère de la recherche scientifique, j'y arrive, j'ai du mal aujourd'hui. La recherche scientifique va vous écouter, va vous aider et pourquoi pas octroyer donc une bourse de recherche pour continuer à donc développer votre innovation. Et en tout cas, merci d'être venu et puis bonne chance à vous. Merci à vous. Voilà. Un dernier mot, Fadlo. Le dernier mot اللي راح نقوله سواء للشعب الجزائري سواء للعالم أونتي أنه إذا عندك فكرة لازم تضحي من أجلها. ولازم تقدم بلي بوسيبل باش توصل للهدف تاعك. فوالا هذا ما كان. ميرسي بوكو. اي فو؟ انه ما كانش حدود واذا حبينا حاجه نقدروا نديروها ونشكر والديا.
Voilà, c'est tout. Voilà, et surtout rendre hommage aussi à vos enseignants qui vous ont donné la possibilité de réaliser votre rêve, hein, parce que c'est en fait un rêve de réaliser en tout cas et de continuer ses études et de réussir et représenter l'Algérie. C'était comme ça. Merci beaucoup. Voilà, on continue notre émission. Je vous invite à suivre ce reportage sur les arts urbains et avec Hassiba Abdallah. On se retrouve juste après. Ces dessins ont été réalisés par des artistes sur les murs extérieurs du théâtre régional d'Oran, Abdelkader Alloula. Une façon pour les gens du théâtre de participer aux Journées des arts urbains que le Bahia Wahran avait abrité il y a quelques jours. Ces derniers jours, Oran a abrité le Festival des arts de rue, appelé aussi les arts urbains. C'est l'association Siveuil qui l'a organisé. C'est cette même association qui nous a contactés pour une collaboration. Et nous, bien sûr, nous sommes partants pour toute initiative culturelle ou artistique au service de la ville. Et cette initiative n'a justement pas laissé les riverains du théâtre indifférents. Le fait que cette initiative ait eu lieu, les gens du quartier se sont mobilisés pour apporter leur aide. Et peut-être un jour, ces gens-là vont continuer dans cet esprit d'embellir le quartier, notamment avec des dessins ou des peintures. Cela permettra peut-être de découvrir de nouveaux talents et donner naissance à de futurs artistes, pourquoi pas. Les jeunes des immeubles voisins nous ont donné un coup de main en nettoyant les rues. Vous vous rendez compte qu'une simple initiative artistique ou culturelle peut avoir un impact positif sur le comportement des gens. En organisant cette toute première édition des arts urbains, Oran aspire à faire renouer ses habitants avec l'esprit de l'art et de la culture. Voilà, l'art et la culture. Nous allons parler justement de la culture et surtout avec notre invitée qui est une amie du Bonjour d'Algérie. Il s'agit donc de la styliste Samira Arzaïli. Bien, bonjour. Bonjour Amel, merci pour l'invitation. Bienvenue parmi nous. Toujours un plaisir de vous recevoir, vous qui nous habillez, qui nous rendez belles quelquefois quand c'est des occasions, puisque vous êtes spécialiste dans la tenue traditionnelle. Avec vos couturières, stylistes aussi. Alors là, si vous êtes parmi nous, c'est que vous avez participé à un salon du textile en Afrique. En Afrique, tout à fait. Voilà, donc c'était du 28 au 30. Tout d'abord, je remercie notre ministère de la Culture que j'ai eu l'occasion de participer à cet événement. Donc, il y avait 33 pays africains qui ont participé, parmi eux l'Algérie, bien sûr. Et c'était un plaisir d'être parmi eux parce que les Africains défendent vraiment le textile. Oui, le textile, mais pas que, leur tradition, leur terroir aussi, leur savoir-faire en la matière, donc de savoir-faire en matière donc, du textile. Du textile, tout à fait. Alors c'est vrai que vous avez voyagé, vous avez vu beaucoup de choses dans le domaine du stylisme, partout, que ce soit en Europe, que ce soit bien sûr dans d'autres pays frères, donc la Turquie qui est aussi un grand pays de textile. De textile, il y a aussi plutôt l'Inde, le Mali aussi, c'est un grand producteur. La Chine aujourd'hui qui rafle aussi beaucoup de parts de marché. Oui, mais le Mali c'est quand même un grand producteur du coton. Il y a aussi les Burkinabés aussi, c'est des producteurs de coton aussi. Voilà, alors vous avez été à Ouagadougou, c'est une ville que vous avez découvert aussi son peuple. Ah, ils sont très accueillants, très accueillants. D'ailleurs, je ne m'attendais pas du tout. Vraiment, je les remercie pour leur accueil. Ouais. Et vous avez été carrément, vous ne connaissiez pas justement l'Afrique et ça a été pour vous une découverte, une belle découverte. J'ai déjà été en Afrique, mais pas à Ouagadougou. Donc c'était la première fois. Mais pas dans le même contexte surtout. Pas dans le même contexte, j'étais voyage. Voilà, là vous défendiez le savoir-faire algérien, vous défendiez l'Algérie. L'Algérie, d'ailleurs justement, Amel, là-bas, on ne m'appelait pas Samira, c'était l'Algérie. Elle est où l'Algérie? C'était ça, c'était vraiment... Voilà, on est en train de vous voir d'ailleurs, vous défendez donc l'Algérie, vous avez porté une tenue traditionnelle, c'est-à-dire un haut, un karako. Un karako, voilà. Voilà, là c'était avec la directrice du CITA, que je la remercie par le passage. Et puis il y avait Centrafrique à côté, Kenya, il y avait quand même 33 pays.
Oui, et chaque personne, chaque pays représentait bien sûr un savoir-faire. Donc vous avez vu toutes sortes d'expositions, puisque chacune de vous a exposé. A fait des défilés, puis il y avait des forums, il y avait des chercheurs, il y avait des conférences de presse. C'était vraiment très intéressant. Vous étiez même avec le président de la République. Oui, d'ailleurs je leur dis bonne fête. Le 11 décembre, c'est leur fête. Chez eux, le président Roch, son nom est long, hein. Oui. Alors, Roch Marc Christian Caboret, voilà. Je le remercie aussi de son accueil qui était très chaleureux aussi. Et vous avez représenté l'Algérie, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'il vous a dit justement concernant... Tout d'abord, quand je l'ai vu, c'est la première fois que je rencontre un président de la République. C'était quand même, je l'ai trouvé très modeste comme président, et puis il était à l'écoute quand même. Donc il nous a parlé, il a défendu aussi le textile de Ouaga, et puis la preuve, on le voit avec la tenue traditionnelle sans tissu. Il voit le textile, l'avenir de l'Afrique. Donc, pour vous, c'est très important de participer à ce genre de manifestations. Le textile, notamment, vous qui travaillez énormément avec toutes sortes de tissus, toutes sortes d'étoffes, pour lesquelles vous embellissez les femmes, d'ailleurs. Oui, bien sûr, c'est notre métier. Amel, pardon, j'avais oublié de remercier aussi monsieur l'ambassadeur, monsieur Mohamed Aïsser, qui a été là depuis mon arrivée de Ouagadougou jusqu'à mon départ. Et puis aussi son adorable épouse, et pour son accueil aussi. On l'a vu en photo d'ailleurs, avec son épouse. Lui qui a toujours, comme vous le disiez, été très proche et qui était donc à l'écoute de nos ressortissants. Très à l'écoute, et puis il était là à défendre aussi, parce qu'il parlait aussi du culinaire, il parlait des tenues traditionnelles, il y a même sa femme qui cuisine la cuisine algérienne. Et c'est aussi l'occasion de montrer cette ouverture avec nos frères, donc d'autres pays africains. Oui, il y avait le Cameroun qui était quand même, il y avait un grand créateur camerounais, Armstrong, je le salue par le passage. Il a fait de très belles choses. Il y avait le Djibouti, il y avait Centrafrique qui ont fait des choses merveilleuses. C'était un plaisir. D'ailleurs, je ne m'attendais pas à ce que les Africains soient aussi gentils, aussi... je ne les ai jamais côtoyés, donc c'était la première fois. D'ailleurs, on a Première expérience, justement, dans l'échange culturel avec notre continent, pour vous, ça a été donc une première. Pouvoir donc échanger un savoir-faire et surtout participer à une culture. C'était pour le salon du textile, donc c'était très important. Oui, c'était très important pour l'Algérie, parce que le pays, on est considéré comme quand même pays africain. Donc, en plus, il n'y avait pas la Tunisie, le Maroc, c'était quand même dommage. Donc, je représentais un petit peu les Maghrébins et l'Afrique aussi, exactement. Voilà. Et le fait d'avoir vu donc vos tenues, d'avoir aussi montré la tenue typique et traditionnelle algérienne. Ils ont vu que c'était des tenues plutôt princières. Oui. C'était pas parce que eux ils ont la tenue, c'est le coton, c'est carrément le prêt-à-porter. Oui. Nous non, c'est le contraire, c'est des tenues de fête, de cérémonie, tout ça. Ils ont trouvé que c'était très joli, posaient trop de questions. Le fil d'or c'est quoi, c'est joli, tout ça. Ils ont beaucoup apprécié, ils ont beaucoup aimé. Alors vous avez rencontré des tas donc de personnes qui vous ont aussi montré leur savoir-faire, qui vous ont aussi montré ce qui est la tenue traditionnelle. Quotidienne, vous le disiez d'ailleurs, du prêt-à-porter quotidien. Ça vous a donné un petit peu des idées aujourd'hui? Eh bien justement, je suis Vous en revenez avec plein de couleurs? Je retourne chez moi avec des idées plus fraîches. D'ailleurs, on pense à faire plein de choses ensemble avec le Cameroun, Djibouti, Centrafrique. On pense à faire plein de choses. Voilà. Et en plus, j'ai été épatée par leur... comment on appelle ça Ils ont fait des défilés? Non, pas des défilés. À l'entrée, je ne sais pas, j'ai oublié le terme exact. La parade. C'était très... j'ai beaucoup aimé. Donc, on montrait les Africaines, chaque Africaine avec sa tenue traditionnelle. C'était vraiment très bien. Une occasion, en tout cas, de pouvoir se confronter à d'autres savoir-faire et surtout relever, encore une fois, le défi, parce que chaque pays a sa propre économie. Donc, l'économie du textile, encore une fois, l'économie dans l'agroalimentaire. Justement, le Burkina Faso est connu pour cela, justement. Connu pour le coton, l'agriculture. Pour le coton. Pourtant, le climat, il n'est pas... Ils ont un climat quand même assez sec, il n'y a pas beaucoup de pluie et pourtant ils ont le bon coton quand même. Très bien,
Très bien. Donc votre participation a été parfaite cette fois-ci? Oui, je reviens très contente quand même. Et je remercie encore Monsieur l'ambassadeur, Monsieur Mohamed Aïsser, pour tout ce qu'il a fait pour moi. Il a été là, je me suis sentie chez moi, chez lui. Je remercie encore et son adorable épouse. Voilà, en tout cas bravo. Et j'espère que vous aurez d'autres expériences de la sorte. Une actualité peut-être? Voilà, justement, on va faire un petit projet africain, justement. Je vous le dirai après. Inch'Allah. Sinon, pas de défilé pour l'instant? Si, normalement. Normalement. Très bien. Ça en voit, bien sûr. Très bien. En tout cas, merci beaucoup, Samira Arzaïli, d'être venue. Oui, allez-y. Est-ce que je pourrais, parce qu'il y a toujours... j'ai un petit coucou à M. Azaï, c'est son anniversaire aujourd'hui, c'est mon beau-frère. Ma nièce Nessima, ma sœur de Paris Fadela, je lui dis heureux fiançailles à Emine et sa fiancée Alexis, et à toutes mes sœurs. Voilà, bien bravo à vous. Merci et puis pour bonne chance et on reviendra vers vous pour voir toutes ces Inch'Allah. nouvelles choses que vous allez créer. Inch'Allah, merci beaucoup. Voilà, on continue notre émission. Je vous invite à apprécier ces rythmes, cette fois-ci du sud du pays avec Souhed Asla. Et on se retrouve juste après.
Les influences du Sud et de Qnatsa, bien sûr, avec cette belle voix de Souad Asla, et puis les dames aussi qui l'accompagnent maintenant de plus en plus régulièrement à travers donc des tournées. Eh bien, nous allons parler de notre registre, le Gnawa, bien sûr, avec notre invité et surtout rendre hommage à Ma'allem Ben Issa, un grand maître aussi de la musique Gnawa. Avec nous, Samir Nedjraoui. Bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci de me recevoir. Vous êtes là pour nous parler de cet hommage que vous avez organisé. Ça sera donc demain à la salle Ibn Zaidoun à 19h. Tous les amoureux du Gnawa et tous ceux qui aimaient Ma'allem Ben Issa, ils seront là. Donc notamment sa famille aussi. Exactement. Proche. Exactement. Donc on a voulu lui rendre hommage pour les 10 ans de son décès. Donc on s'est dit avec d'anciens membres du groupe Diwan Zahir, le groupe de Ma'allem Ben Issa et des amis à lui. Vous en faisiez partie d'ailleurs? Oui, j'ai fait un bref passage là-bas. Et on s'est dit, on fait rien pour les 10 ans si on faisait quelque chose. Donc on a pensé à un hommage qu'on a nommé Ma'allem Ben Issa, l'héritage. Parce qu'il a laissé un héritage. Ma'allem Ben Issa, moi je le considère comme un patrimoine, de la culture algérienne. Exactement. Donc, lui qui a appris tout cela avec son père, très jeune, donc il a baigné dedans parce que c'était des artistes. Son père lui a appris le gambri. Oui, exactement, c'était Ma'allem, son père, et lui a repris le flambeau. Et voilà, donc on a voulu vraiment lui rendre un hommage à travers ce concert. Donc il y aura... C'est un héritage qu'il a laissé, donc il y aura des groupes qui sont nés grâce à Ma'allem Ben Issa. Par exemple, il y aura Zaki Project, avec sa formation. Il y aura Zaki Mehoubi, que nous avions reçu sur notre plateau. Exactement. Et on le salue, j'espère qu'il sera bientôt parmi nous encore une fois, avec son nouvel album aussi, avec des influences musicales extraordinaires. Exactement. Et il y aura Shiban, un ancien membre du groupe Diwan Zahir. Même si c'est pas de la musique Gnawi Diwan, c'est pas de la musique Diwan, mais c'est ça ce qu'a voulu laisser Ma'allem Ben Issa, c'est un héritage qu'il a laissé. Il n'était pas cloisonné seulement dans la musique diwan, il avait une ouverture d'esprit incroyable, il faisait beaucoup de fusions, etc. Il aimait le rock, le jazz, le rock, le blues, il adorait, la musique subsaharienne, etc. Donc il y aura aussi Feria Spirit, avec Shakib Bouzidi et toute la bande, c'est un ancien du groupe Diwan Zahir aussi. Et on finira avec une scène qu'on a appelée, enfin la 4e partie, ça s'appelle Diwan. Donc ça va être purement de la musique traditionnelle Diwan. Et il y aura les anciens membres du groupe Diwan Zahir. Il faut savoir que Diwan Zahir, c'était une école où peut-être 30 ou 40 personnes sont passées par ce groupe. Voilà. Pour pouvoir goûter, sentir toute cette sagesse que justement Ma'allem Ben Issa avait, qui avait si bien transmis à tous ses adeptes du Diwan, du Gnawa. Alors lui qui jouait à plusieurs instruments, notamment les instruments à cordes, lui qui jouait parfaitement bien. On l'appelait le Jimi Hendrix, du Gambri, c'est ça? Exactement, oui. En fait, lui... il y a la musique Gnawa, les gens connaissent la musique Gnawa du Maroc, parce qu'ils sont très ouverts, ils communiquent très bien. Nous, il y a le Diwan algérien qui est méconnu, parce que c'est des familles un peu conservatrices, et lui a voulu casser un peu le tabou, et il a ouvert, c'est lui qui a fait pratiquement connaître... C'est un peu comme le Cherbi, c'était très fermé, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas y accéder si on n'avait pas un savoir, une personne qui nous introduisait. Exactement, lui a voulu casser ces barrières, exactement, et voilà, il a ouvert il a ouvert la musique diwan au monde, donc même il est parti à Cuba, partout, au Maroc, en Tunisie, en Espagne et tout. En Europe. Voilà, donc pour montrer un peu l'étendue de la musique diwan, notre patrimoine, c'est un patrimoine algérien qui est malheureusement méconnu. Et lui a voulu inculquer ça aux nouvelles générations. Et nous, on veut lui rendre hommage par rapport à tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a apporté. Il jouait aussi bien d'instruments à cordes que d'instruments à percussion. À percussion, oui. Il avait enseigné aussi. Le djembé, qalaqab, il touchait à tout, au fait. Même tout seul dans sa cuisine, il jouait un peu à la guitare et tout, donc il essayait de toucher à tout. Voilà. Je me rappelle très, très jeune, donc, dans l'émission, il fallait aussi donner du souffle aussi à la jeune génération. Il y a Joe Batouri qui avait commencé comme ça, avec c'est son neveu.
qui est de sa famille, oui, exactement. Et donc, il a fait partie du groupe Diwan Zahir et il a repris le flambeau lui aussi. Donc, il a sa propre carrière. Maintenant, il sera avec nous sur scène. La dernière partie, il y aura vraiment plein de gens de sa famille, des gens du groupe Diwan Zahir et des amis aussi à Ma'al Ben Issa comme Jamil, Jam. Voilà, donc il y aura plein d'artistes comme ça qui seront... Il a donné envie à beaucoup de jeunes de s'intéresser à notre patrimoine, notamment le Diwan. Et justement, Jam par exemple, c'est un exemple vivant, parfait. Ouais. Joe Batouri, ce sont donc des jeunes qui ils sont aussi bien à l'aise dans la musique universelle que la musique aujourd'hui traditionnelle. Il fait les Spirit avec Shakib. Voilà, tout à fait. Ils font des scènes, ils représentent l'Algérie un peu partout, ils peuvent passer sur des scènes internationales. Oui. Et ils en parlent parfaitement bien. Et ça, c'est notamment, je vais pas dire, c'est grâce à lui à 100%, oui. Mais notamment grâce à Ma'al Ben Issa qui a ouvert plein de portes qui étaient fermées. Et, donc, il y a même une femme qui joue bien aussi, qui chante le Diwan. J'arrive pas à me rappeler. Hasna Bcharia. Non. Nora Gnaoui, je crois. Oui, mais c'est une Marocaine. D'accord. Voilà, donc... il y en a une autre, c'est une Algérienne. Je ne me rappelle pas son nom, mais... Je sais pas, donc voilà. Donc, la moindre des choses, c'était de lui rendre hommage, parce que bon, malheureusement, il n'y a pas eu d'hommage, à part la première année. Après, il est tombé dans l'oubli. Donc nous, ses amis, la moindre des choses, c'était de faire ça. Et on remercie l'OREF, Mamoun Snossi, qui nous ont beaucoup aidés pour l'organisation de ce concert. Et donc voilà, ça sera demain à 19h à la salle Ibn Zaydoun. L'entrée est à 500 dinars. Il faut savoir que c'est symbolique. Une partie de la recette ira en forme de don à la famille du Ma'alem. Oui, justement, il a laissé 2 enfants. Ouais, il a laissé 2 enfants. Est-ce qu'ils n'ont pas repris le flambeau? Ils sont jeunes? Pour le moment, non. Mais on espère qu'ils reprennent aussi le flambeau. Inch'Allah, pourquoi pas. Ce sera encore une fois l'identité donc du père qui sera donc à travers donc ce savoir-faire et surtout cette transmission. Hein. Oui, c'est l'identité du père, du grand frère pour nous aussi, donc, à travers cette transmission. Et on espère que beaucoup de monde viendront, les gens qui connaissaient Ma'al Ben Issa et les gens qui ne connaissaient pas Ma'al Ben Issa, pour découvrir un peu l'esprit. On veut revivre l'esprit Ma'al Ben Issa à travers ce modeste concert de l'hommage qu'on lui rendra demain. C'est vrai qu'il y a de plus en plus d'Algériens qui adorent cette musique, les jeunes qui justement vont danser, se défouler, entrer en transe carrément à travers donc, ces prestations scéniques à travers cette musique. Oui, c'est... c'est pourtant une musique spirituelle, avec beaucoup de sagesse. Très spirituelle. Bon, il y a eu un effet de mode fin des années 90, début 2000. Bon, ça s'est un peu estampé maintenant, mais c'est resté quand même. Ça s'est inscrit maintenant dans la culture algérienne, le diwan. Donc, on remercie Ma'alem Ben Issa et d'autres, il n'y avait pas que lui. Et donc, c'est bien que les jeunes reprennent un peu comme ça les traditions. Il y a en marge aussi, comme vous le disiez, des familles conservatrices qui travaillent toujours la tradition, le diwan. Du diwan. Il y a Ouled Bambra aussi. Il y a Ouled Bambra, Toto, que je salue, il sera avec nous sur scène aussi. Donc, il y a d'autres formations qui existent, il y a beaucoup de formations qui tournent en Algérie, qui sont un petit peu partout et qui représentent bien sûr le diwan. Oui, il y a pas mal de formations qui sont nées au courant des années 2000 et bon, certaines ont disparu, d'autres essayent quand même de tenir tant bien que mal et on les encourage, moi je les encourage à fond à continuer à perpétuer cette tradition. Ça va vous faire quoi de remonter sur scène comme ça avec tout l'ensemble donc du groupe? Beaucoup d'émotions. Qu'en est-il donc du groupe Diwan aujourd'hui? Diwan Zahir n'existe plus malheureusement avec le décès de Ben Issa, c'est dommage. Il aurait peut-être aimé que la formation reste. Oui, mais c'était difficile. Sans lui, c'était l'âme du groupe, donc c'était très difficile. Mais bon, il aurait voulu aussi que des groupes se créent
grâce à Diwan Zaïr. Donc, et la preuve, voilà, c'est les groupes qui vont passer par exemple demain et d'autres. On n'a pas pu inviter tout le monde malheureusement. Mais voilà, grâce à ça, il y a des groupes qui sont nés et qui font de la très bonne musique et il faut aller les voir. Il faut aller les encourager, bien sûr. Alors qu'en est-il du texte? Parce que ce sont des textes du patrimoine. C'est des textes du patrimoine. Voilà, transmis donc oralement. Exact, de père en fils, enfin à l'intérieur du diwan, c'est transmis par les anciennes générations aux nouvelles et c'est perpétué comme ça et ça l'est toujours. Très bien, on sent beaucoup d'émotion dans votre témoignage. En tout cas, bravo pour ce bel hommage que vous allez organiser demain. Merci d'être venu. J'espère vous voir. Inch'Allah, merci beaucoup. Samir Nedjraoui, vous êtes donc artiste et vous avez été un des organisateurs de ce bel événement. Ça sera donc, on le rappelle, demain à 19h à la salle Ibn Zaydoun. Bien sûr, un bel hommage en présence de groupes comme Africa Spirit, Shiban, Zaki Project, c'est cela. Et plein d'autres artistes. Qui viendront clôturer le concert de demain. Et il y aura peut-être l'âme de Ma'alem Ben Aïssa. C'est un concert à ne pas manquer. Un concert à ne pas manquer. Bonne journée à vous et puis bon courage. Merci, au revoir. Voilà, bien quant à moi, je vous dis merci beaucoup de nous avoir suivis. Excellente journée à vous tous. Merci à toute l'équipe et puis bon week-end pour ceux qui ne travaillent pas. Pour ceux qui travailleront, vous aurez l'occasion aussi de voir Mahrez demain à partir de 9h du matin, ici à cette même place. Au revoir.